Nous ne pouvons pas comprendre les éléments qui ont gouverné du génocide du Pool, si nous ne remontons pas aux événements de 1959, le péché originel, qui ont fait environ 100 morts et 200 blessés, à Brazzaville, dans les affrontements qui ont opposé les partisans de Fulbert Youlou à ceux de Jacques Opango. C'est le terreau fertilisé par l'ancienne puissance coloniale pour diviser et mieux régner. Les processus coloniaux de production de l'ethnicité en Afrique subsaharienne ont abouti au Congo à une division de l'espace national en un nord Bangala ou Mboshi d'une part, et en un sud Congo d'autre part dont on ne peut décrire une géographie rationnelle. Où commence le sud et où se termine le nord? Cette dichotomie explique aussi bien, pour une grande partie de nationaux que d'étrangers, les violences et les vicissitudes des changements politiques dans le pays. La guerre de 1997 s'est présentée dans bien des esprits, comme l'accomplissement d'un événement longtemps attendu, souvent avorté, mais toujours redouté. Et, s'il en a été ainsi, c'est parce que cette guerre a actualisé enfin, le mythe fondateur de la violence politique au Congo, la guerre de 1959 ayant opposé les Boshi de Jacques Opango à ceux, Lari, de l'abbé Fulbert Youlou. Florence Bernot, spécialiste de l'histoire et historiographie de l'Afrique contemporaine, de l'histoire et de la sociologie politique du Gabon et du Congo-Brazzaville, de l'histoire de la domination coloniale, des prisons, de la sorcellerie, du fétiche, du corps et de la biopolitique, souligne bien cette dimension fondatrice de la guerre de 1959 lorsqu'elle écrit. Dans le monde politique congolais, 1959 est devenu un de ces grands mythes fondateurs décrits par Georges Balandier, une illusion sociale essentielle, foncièrement ahistorique. L'événement installa le pays dans une contradiction fondamentale, la croyance répandue partout dans un conflit nord-sud, et dans la pratique politique, électorale et clientéliste, le continuel réaménagement, sinon la négation de cette dichotomie. Bénédicte Brunet-Laruche, ORTF, nous apporte un éclairage sur les événements de 1959. Après le vote massif en faveur du oui au référendum du 28 septembre 1958, le Congo-Brazzaville devient un État membre de la communauté française. L'Assemblée territoriale élue en 1957 en application de la loi cadre se trouve composée de 22 élus de l'Union démocratique de défense des intérêts africains, UDDIA, le parti du maire de Brazzaville Fulbert Youlou, contre 23 pour la coalition menée par le Mouvement socialiste africain, MSA, de son principal opposant, Jacques Opango. La création rapide des nouveaux États de la communauté à la fin de l'année 1958 conduit à une lutte acharnée entre les leaders en concurrence. Le 28 novembre, l'abbé Youlou profite de l'absence des élus MSA qui ne parviennent pas à s'entendre sur les futures institutions avec les élus UDDIA, pour faire proclamer par ses seules forces la République du Congo. Jacques Opango dénonce ce coup d'État constitutionnel, mais certains des élus de sa coalition se rallient à Fulbert Youlou, renversant ainsi la majorité de la nouvelle Assemblée législative en faveur de l'UDDIA. L'abbé Youlou devient Premier ministre le 8 décembre 1958 et il décide de transférer la capitale de Pointe-Noire à Brazzaville où il a ses principaux soutiens. Opango réclame de nouvelles élections législatives pour mars 1959, conformément au calendrier prévu, mais Youlou s'y refuse. La tension monte. Le 16 février 1959, plusieurs militants Botchi de la coalition de Jacques Opango attaquent à Brazzaville des partisans de l'UDDIA ou supposés tels, principalement Lari, provoquant des affrontements sanglants qui prennent une coloration ethnique. Mais le conflit est essentiellement de nature politique, et Fulbert car la politique française en Afrique, de 1959 à nos jours, Gallimard, Folio Histoire, 2012, page 274. Or, parce qu'elle a plus que tout autre événement post-colonial réalisé le mythe fondateur de 1959, la guerre de 1997 opposant Sassou Nguesso, Boshi et donc, nordiste, à Pascal Lissouba, Zabi et par conséquent, sudiste, ne pouvait pas ne pas réaliser, simultanément, la négation de la dichotomie qu'instruit le mythe. Ne serait-ce qu'à cause de la présence sur le sol congolais d'une armée étrangère prenant parti pour la rébellion. Cette internationalisation de la guerre qu'atteste l'action décisive de l'armée angolaise, suggère ainsi des enjeux dont la nature disqualifie, sans aucun doute, la réalité d'une guerre nord-sud. Pour continuer à entretenir ce mythe nord-sud et entretenir son effort de guerre dans le Pool,
Denis Sassou Nguesso va prononcer un discours hallucinant et irréaliste, à Talangaï en 1999 pour disposer d'une base sociale, un réservoir de miliciens, Cobra. Discours de Sassou Nguesso à l'attention des fils et filles du Nord-Congo. Dimanche 21 mars 1999 à 9 h. Dispensaire Marianne Bouabi. Croisement rue Ossio et Ave. Talangaï. Quartier Mikalou. Je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. Je suis convaincu que vos chefs de quartier ont fonctionné comme souhaité, mais le moment est très court et le temps presse pour que notre rencontre dure. Alors, je ne vous dirai que l'essentiel de mon message et je ne parle pas en parabole. Je sais que vous n'avez pas oublié ce que vous avez vécu en 97 par les bombardements de l'Issouba. Vous savez ce que j'ai fait pour terminer cette tragédie, cette barbarie, ces pertes humaines que personne ici ne peut évaluer. Vous avez marché sur des corps. D'aucuns diront que Sassou a terminé la guerre, mais moi je dis que c'est d'abord la détermination du peuple nordiste de vouloir, je dis bien, vouloir finir ces malheurs infligés par l'Issouba. Beaucoup de jeunes sont venus du Nord pour se joindre aux jeunes Brazzavillois nordistes et lutter à mes côtés. Après 6 mois d'ivresse de paix retrouvée, il fallait bien repartir sur le chemin de la reconstruction. Vous avez certainement constaté comme moi, le pire dans la société de ces jeunes de Talangaï Mikalou. Des pillages se terminant surtout par des règlements de compte. Le manque de respect généralisé. Je ne pouvais pas laisser évoluer cet esprit de guerre contre nous-mêmes, c'est ainsi que je me suis adressé aux Cobras, car c'est d'eux qu'il s'agit. Vous avez entendu partout leurs tergiversations, certains ont même parlé à la radio RFI pour manifester publiquement leur mauvaise foi. Certains ont dit que je ne fais rien pour les jeunes et pour le peuple nordiste confondu, sans distinction des partis ni des tribus. J'ai aussi entendu dire que Sassou continue à nous faire tuer chez les Tchèques et les Nibolèques, que nos enfants sont égarés sous les instructions de Sassou. À l'hôpital de Talangaï, vous avez jeté des tracts qui disent que Sassou va fuir en exil et patati patata. Beaucoup de militaires nordistes désobéissent au commandement des FAC, laissant tantôt les autres exécuter des missions contre leur région, et vous savez ce que ça nous coûte. Des troupes souvent exposées, des troupes tombant dans les embuscades des ninjas et des Kokois, et, dans ces genres d'exercices, seuls les chefs de mission ne meurent pas. À qui est donc la faute si nos jeunes, nos enfants périssent toutefois qu'ils vont au service de la République? Est-ce qu'il manque d'officiers nordistes ici où nous sommes? Est-ce que vous savez que le Nord a le record en effectif d'officiers? Sous des acclamations frénétiques et prolongées, la foule applaudit. Silence. Je vais maintenant vous dire que la paix à laquelle vous croyez n'est que superficielle, votre paix ressemble au repos d'un prisonnier dans sa prison. La guerre que vous avez gagnée vous a seulement écarté du danger, mais ce danger continue à menacer, et aujourd'hui je constate que c'est même pire. Je vous interpelle tous, pour notre survie, notre futur est noir. S'il m'arrivait de mourir à 11 h, sachez qu'avant 15 h, on ne parlera plus du Nord tout entier. Tous nos villages seront brûlés, tous nos nordistes de Brazzaville comme ceux de Pointe-Noire mourront dans les 3 heures qui suivront ma mort. Donnez-moi donc vos enfants, j'ai besoin d'hommes pour assurer votre survie. On ne peut pas toujours compter sur les troupes étrangères, nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Je lutterai aux côtés de mes enfants comme je l'ai toujours fait depuis juin 1997. Je ne fuirai jamais, je lutterai avec vous jusqu'à ma dernière goutte de sang. Les jeunes hommes iront dans les casernes, les jeunes filles apprendront les armes ici sur place à Brazzaville. Je vous exhorte à plus de vigilance et de courage. Je vous remercie. Pendant qu'il faisait ce discours, les Cobras et les armées étrangères s'étaient lancés dans des crimes contre l'humanité dans le Pool depuis décembre 1998. Les coups de feu. Donc, le moment que les éléments de Matumbo montrent que c'est trop tard. Et en ce moment-là, les Angolais, ils ont envahi Matumbo. Donc, parmi les éléments qu'Iduma avait à Matumbo, il y avait le sergent pistolet. Donc, le sergent pistolet, il est d'origine de mon village, de Massiambolbaki. Quand Iduma est décédé, les éléments qui étaient là, ils ont pris fuite. Ils se sont dispersés. Mais le problème, c'est que dans la région de Poul, en ce moment, le commandant de zone, c'était Kamar. C'était le commandant Kamar, c'est lui qui était le commandant de zone de Kinkala. Donc, il coiffait Kinkala, Mindouli, je sais Kindama. Et dans leur groupe, il y avait Kamar, il y avait Sawa, il y avait Vital, et il y avait Stéphane. Stéphane était décédé. Il était décédé. Il y avait une grenade qui était exposée. Il était décédé. Mais il y a Kamar qui est en vie, il y a Sawa qui est en vie, il y a Vital qui est en vie. Maintenant, Vital, il est du même village que moi, il est de Massiambolbaki. Donc, en fait, Vital, il est dans le même village que Pistolet. Comment toi, tu t'es retrouvé Siloulou? Je voulais comprendre d'abord ton histoire à toi. Oui, en fait, je viens. Pourquoi je suis venu? Pourquoi je me suis retrouvé Siloulou? Parce que moi, en ce moment-là, je n'étais pas né ninja. Je ne connaissais pas ce que se passait. J'étais encore enfant. En fait, c'est quand Pistolet arrive à Massiambolbaki, il ne reste pas à Massiambolbaki, il va dans un village qu'on appelle Shimulu Kuni.
Donc, c'est au moins de 30 km de Massimbo Baki. Donc, il faisait ce champ là-bas. Mais avec l'information, le groupe de Kamar, le commandant de zone de Kinkala Kamar, et les Vital, et les Sawa, et les Stéphane, ils avaient l'information qu'il fallait liquider Pistolet. Mais Pistolet est d'origine de Massimbo Baki, de mon village. Donc, mais quand il est venu à Massimbo, il n'habitait pas dans Massimbo. Donc, Pistolet, il avait pris refuge à Shimulu-Kuni. Donc, il y avait un village 30 km de Massimbo Baki. Il faisait ce champ là-bas. Et les Vital et le commandant de zone, Kama, ils sont venus à Massimbo Baki. Ils sont allés voir le chef du village, qui est M. Malanda. En ce moment-là, c'est lui qui était le chef du village, M. Malanda, et un agent de CFCO retraité. Ils sont allés voir que voilà, nous, on veut prendre Pistolet. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, il est venu ici avec les armes de Massimbo, donc on le cherche. Il a dit, ah, mais moi, je n'ai pas l'information. Pistolet n'est pas Massimbo Baki. Mais s'il est là. Donc, ils ont menacé le chef du village. Et le chef du village, il était obligé d'aller voir les parents de Pistolet. Il est allé voir sa maman. Il dit, mais oui, nous, on cherche Pistolet, il est venu avec les armes. Et c'est là où Massimbo Baki était maintenant le village ciblé, que voilà, c'est là où est le ninja. Mais Pistolet n'était pas à Massimbo Baki, il s'est réfugié à Shimulu-Kuni. Et en plus, quand eux ils sont partis, ils ont rendu compte. Et un matin, vers 5 h du matin, 5 h, 6 h, c'est que chez nous, au village, nous les villageois, c'est à 5 h, 6 h qu'on se réveille pour aller voir nos pièges. Donc, il y avait un papa, notre père, qui était toujours avec les jeunes, qui était en plus dans le gouvernement de notre village. On l'appelait Mermons. Ce monsieur, il s'est levé très tôt pour aller voir ses pièges. Et en sortant du village de Massimbo Baki, il a aperçu les camions des militaires qui venaient sur le montagne de Tagibangu. Je dis, mais ces camions militaires, ils viennent faire quoi à Massimbo Baki? Mais pourquoi ils vont venir? Normalement, parce que lui, il faisait partie du gouvernement du village. Normalement, on avait ravé les armes, on avait remis les armes. Mais il vient faire pourquoi? On n'était même pas au courant pourquoi. Alors, ce monsieur, il s'est replié au village pour crier à haute voix que non, de rentrer, de sortir, de fuir, de rentrer de la forêt. Ce monsieur, M. Mermons. Même lui aussi, on l'avait tué parmi les victimes qu'on avait tuées à Massimbo. Dont là, j'ai perdu mes parents. Donc, l'armée congolaise, quand ils sont arrivés à Massimbo Baki, donc l'armée de Sassou, ils faisaient maison sur maison. Donc, ils ont pris les villageois. Ce n'est pas des militaires, hein, mais les villageois. On leur a réunis. Donc, les populations civiles, c'est ça? La population civile. On leur a réunis, c'était un nombre de 25. Parce qu'il y avait un petit de 8 ans qui avait survécu là, parmi eux. Donc, ils avaient pris 25. On leur a menés au quartier qu'on appelle Ntsompimboma. Donc, c'est là où, en fait, le milieu, là où on arrange tous les problèmes. En fait, le milieu, c'est là où il y a c'est-à-dire le milieu justice du village. C'est là qu'on arrange tous les problèmes du village. C'est le palais de justice du village. Ah oui. Oui. Parce que le Mbongue, c'est là où se réunissent tous les sages pour arranger les choses. Mais là-bas, en fait, c'était le palais de la justice du village de Massimbo Baki. Donc, tout un problème de Massimbo Baki, de la justice s'arrangeait là-bas. Ils avaient amené toute la population là-bas, le civil là. Et on leur a alignés, on leur a rafalé. Les populations civiles. Des populations civiles, je dis bien. L'armée congolaise, entre guillemets, l'armée de Sassou, a arrêté dans le village. Ils les ont amenés là-bas et on a fusillé sur les civils. Eh bien oui, les cimetières sont encore là-bas. Je ne suis pas seul maintenant. En fait, ils étaient au nombre de 25. Et parmi les gens, les civils qu'ils avaient tués, il n'y a jamais eu, parmi eux, il n'y avait pas un militaire. Il y avait les agents de CFCO. Parmi les agents de CFCO, j'avais un papa qui était parmi là. Même son père, il était même un grand responsable du chemin de fer
à Pointe-Noire, M. Nkembo. Il y avait son fils, son propre fils qui était décédé parmi eux, qu'on appelait M. Gaulois. Il était le chef de gare. Donc, parmi ces gens-là, il y avait 4 agents de chemin de fer. Il y avait M. Gélès, M. Gaulois, il y avait M. Mbongo. Mbongo, il était même Bembe. Il était du Niari qui était même là, qui travaillait à Massimolo Baki. Et il y avait encore un papa qu'on appelait Charmant, qui est décédé. Donc, moi, c'est là où j'ai perdu mes parents. Et quand ils ont fusillé la population, ils sont partis. Et quand les Camargue et les Vital et les Savoie sont partis, et maintenant qu'ils se sont venus. Et comment toi, tu as perdu tes parents? Mais c'est dans le même lot que j'ai perdu mes parents. Dans le lot des 25 qu'on a fusillés, là? Oui, oui, c'est là où j'ai perdu mes parents. Donc, il y a un survécu parmi eux qui était touché. C'est un garçon, mais il y a eu 24. Donc, aujourd'hui, à Massimolo Baki, quand vous partez à Massimolo Baki, là où nous, on appelle Amomanga, il y a les 24 tombeaux de civils de la population dont font partie mes parents, qui sont encore là-bas. Et après, c'est là où Pisseleu, c'est-à-dire les villageois, nous sommes sortis, on a enterré parce qu'on n'avait même pas le temps de faire des cercueils, donc on leur a enterrés comme ça. Et voilà, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, comme on savait la direction qu'ils avaient pris, parce qu'ils avaient pris la direction de Mouyondi. En fait, Mouyondi, à Massimolo Baki, il y a un village qu'on appelle Mouyondi aussi. Donc, ils avaient pris la direction de Mouyondi. Mais quand ils sont arrivés à Mouyondi aussi, le village, ils avaient tué toute la population de Mouyondi. Donc, le village de Mouyondi, aujourd'hui, quand vous partez là-bas, il n'y a que des cimetières. Il n'y a plus personne. Donc, ils avaient exterminé toute la population de ce petit village. Ce village-là, oui, oui. Ah oui. On a tous les témoignages, il y a des vidéos, il y a tout. Même la liste de tous les gens qui avaient dans ce village. Mais comme on avait ceux qui avaient pris la même direction, comme nous sommes nés au village, nos grands frères sont nés au village, donc ils savaient la direction. Puis cela a dit non, on doit quand même réagir. Mais et après, il a pris certains grands frères. Et moi, c'est là où j'ai intégré le groupe parce qu'on n'avait pas le choix. Parce qu'après quelques semaines, la région de Poul a été envahie par les Angolais et les Rwandais. Donc, c'est-à-dire tu pouvais pas voir un jeune dans le village. Donc, il n'y avait que des femmes. Et les femmes, en plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les femmes, ils ne supportaient plus la galère. Ils ont obligé aux femmes, donc à nos sœurs et aux femmes de nos parents et de nos grands frères, de montrer là où se cachaient les hommes dans la forêt. Donc, on nous a fait la chasse dans la forêt. Et là, on s'est dit non, on doit se défendre. Donc là, il fallait se défendre. Donc, on nous sommes défendus. Les autres, ils avaient pris les fusils de chasse de nos parents. Parce qu'on était villageois. Mais moi, en ce moment-là, je n'avais pas l'arme. Donc, moi, qu'est-ce que je faisais? J'ai ramassé les munitions quand on faisait les embuscades, j'ai ramassé les munitions et tout. Et de là, ce n'est pas seulement Massimolo Baki. Et quand nous sommes revendiqués à Massimolo Baki, on fait notre but de rentrer dans la forêt. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Vital et les Camargue? Parce qu'en ce moment-là, parce qu'il y a des choses que les gens ne disent pas. Après le coup d'état de Denis Sassou Nguesso, quand Camargue, c'est-à-dire dans la région de Poul, quand Camargue venait dans n'importe quel village de la région de Poul, et une fois qu'il retrouve un prisonnier qui est dans le PSP, le prisonnier là, on le tuait devant les gens. On l'appelait Kimpumbulu. On a battu en son froid le prisonnier là. À Kinkala, il l'avait fait. Donc, ceux qui sont de Kinkala, ce que j'ai dit, ils le savent. Donc, il y avait un jeune, un prisonnier qui était au PSP, il l'avait fait sortir au marché de Kinkala, il l'avait tué pour dire que non, c'est un Kimpumbulu. Donc, c'est un vaurien. Il l'avait tué? Camargue, le commandant Camargue, pas celui qui était le commandant de zone de Kinkala jusqu'à Mindoul. Donc, c'était le même le commandant de zone établi par le gouvernement congolais, c'est cela? Mais oui, exactement, oui. Qui exécutait les gens comme ça, des exécutions extrajudiciaires. Exactement, oui. Et ce n'était pas seulement Kinkala. Et après, il était allé à Kindamba. Donc, quand il arrive dans un village, il y avait les deux frères qui se sont battus. Et les frères là se trouvaient au PSP.
il fallait que ces jeunes-là soient transférés à Mindouli. Donc, qui les prend? C'est Kamar, avec son groupe. Avant d'arriver à Mindouli, dans la montagne qu'on appelle le Montango, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait enterré ses deux frères. Donc, ils ont enterré ses deux frères, ils ont laissé la tête ouverte. Donc, ces deux frères-là... Attends, Castor. Ils ont enterré ces deux frères, la tête... Oui, oui. Donc, cela veut dire qu'ils étaient encore vivants. Oui, vivants, oui. Ils sont morts là parce que leurs enterrés sont morts là. Et lesquels qu'ils ont retrouvés, ce sont les écoliers qui partaient à l'école qui ont retrouvé leur corps. Et là, ils ont dit non. Et c'est là où il y a eu la première attaque, embuscade plutôt, qu'on a brûlé le PSP de Mindouli. On est allé brûler le PSP de Mindouli. Et là, c'est là où maintenant qu'on appelait que les bandits armés. Et la radio commence à parler des bandits armés. Mais le problème, c'est que c'était quoi? Mais quand nous, on se défendait dans la région de Poul, dans nos villages, au niveau de Brazzaville, on nous appelait les bandits armés. Ils ne disaient pas que ce sont les villageois qui se défendent parce qu'on leur a attaqués. Mais on nous appelait les bandits armés. On dit, mais non. Mais quelques mois, on entend parler dans la radio qu'il y a les sages qui vont aller de la région de Poul pour convaincre les bandits armés. Mais on nous sommes posé des questions. Mais donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul groupe de bandits armés, nous sommes nombreux. Parce que nous, on n'était pas en contact, on n'était pas contactés. Mais comment il y a le groupe de sages qui vont à la Mindouli avec l'argent pour aller parler avec les bandits armés pour leur mettre de l'argent pour entendre qu'est-ce qu'ils veulent. Mais nous ne sommes pas contactés. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On est monté à Mindouli. On était derrière les collines de Mindouli pour voir si on était nombreux. Et du coup, on a aperçu à distance les voitures, les camions, les élus qui viennent. Parce que les sages qui étaient venus à Mindouli, ils n'étaient pas logés à la gare de Mindouli. Ils étaient logés à l'église catholique de Mindouli. Donc, et nous, du coup, on a aperçu les camions des militaires, des élus, qui vont vers l'église. On dit, mais c'est quoi? Mais comme à Mindouli, nous, on était à pied. Là où on était pour arriver, là où était l'église catholique de Mindouli, avec des montagnes, le temps que nous, on arrive là-bas, c'était trop tard. Donc, lesquels qui ont fait ce coup-là? C'était Vital, les Kamar, les Sawa, donc toujours le commandant de zone. Parce qu'ils savaient que ces gens étaient venus avec l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit après? Ils ont dit que c'est nous, les Ntiloulou, qui avaient tué ces gens-là, ces sages-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de l'église? Parce que je n'ai pas bien compris. Ils sont venus normalement pour vous rencontrer, pour essayer un peu voilà, de trouver un accord de paix, bon, voilà, qu'on revienne un peu au bon sentiment, c'est cela. Et la rencontre devait avoir lieu à l'église catholique, vous avez dit, c'est ça? Et qu'est-ce qui s'est fait? Est-ce qu'ils sont arrivés à l'église et qu'est-ce qui s'est passé à l'église? En fait, nous, on ne connaissait pas le lieu là où on devait se rencontrer. Mais on avait entendu une communiqué qui était passée à la radio. Que soi-disant, il y avait les sages du Poul et les prêtres qui étaient en route pour Mindouli, de la région de Poul, pour rencontrer les bandits armés. Donc, nous qui se défendaient, qui faisaient les légitimes défenses, donc, Sassou nous appelait les bandits armés. Mais pourtant, ils connaissaient bien la cause de ça. Ils étaient au courant. Parce qu'il n'y a jamais eu les jeunes du Poul qui sont allés à Brazzaville pour attaquer Brazzaville. Mais c'est lui qui avait envoyé l'armée dans nos villages. Mais on nous appelle les bandits armés. Mais dans la région de Poul, il n'y avait pas un camp militaire. Il y avait même, c'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu un camp militaire dans la région de Poul. Mais on nous appelle les bandits armés. Donc, en fait, quand nous, on a entendu la communication, on s'est dit, ah tiens, mais là, ça nous avantage, peut-être nous ne sommes pas nombreux, donc on va aller pour voir ce groupe-là, pour se réunir, pour faire notre résistance. Donc, pour nous, on s'est dit que mais tiens, on n'est pas seuls. Il y a un autre groupe. Parce que parmi nous, on n'était pas contactés. On avait appris que la communication de la radio. Donc, nous aussi, on est monté sur Mindouli
dans le 4 points de Mindouli pour voir. Parce que Mindouli, c'est notre village. Donc, la région de Poul, ben, c'est les villageois, donc on connaît les 4 points de nos villages. Mais dommage, quand les sages sont venus, les sages n'étaient pas logés à l'hôtel à la gare ou bien de Mindouli. Ils étaient logés à l'église catholique de Mindouli. Donc, eux, ils étaient au courant, mais nous, on n'était pas au courant. Mais eux, ils étaient au courant. Mais nous, on n'était pas au courant. Nous, par rapport à l'information, la communiqué qu'on avait entendu à la radio, donc il y a les sages qui sont venus à Mindouli pour rencontrer les bandits armés. Donc, pour nous, les bandits armés, c'est nous. Mais le problème, c'est que nous, on n'a jamais été contactés. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs groupes de bandits armés. Donc, allons-y voir. Peut-être qu'on va faire l'alliance avec ces bandits, les autres groupes bandits armés pour défendre nos droits. Mais quand on arrive à Mindouli, dans les 4 points de Mindouli, sous les collines, on aperçoit les camions de l'armée qui viennent. On dit, mais les camions, ils viennent faire quoi encore? Et les camions, ça monte direction l'église. Et après, tout à coup, on a entendu le coup de feu. Et le moment que nous sommes arrivés vers là-bas, c'était trop tard. Donc, en fait, l'armée congolaise, donc... Pardon, Castor, on va s'arrêter d'abord là. Vous parlez des coups de feu que vous avez entendus. C'était quoi exactement? On tirait sur qui, sur quoi? Mais on tirait sur les sages du Poul que le gouvernement, soit disant qu'il avait envoyé pour venir négocier avec les bandits armés. Donc, c'était tout simplement un scénario, en fait. En fait, ils ont envoyé les sages du Poul et les prêtres avec l'argent et le groupe du commandant de zone de Kinkala, donc, qui est composé par les Angolais et le commandant Sawa, qui était le commandant de zone, et les Vital, et les Kamara, et les Stéphane. C'est-à-dire c'était les mêmes qui étaient allés tuer les sages en question pour récupérer l'argent parce qu'ils savaient qu'ils avaient l'argent. Voilà, je vais donc récapituler. On constitue donc une délégation composée des sages du village, on va dire ça comme ça, pour essayer de trouver un terrain d'entente avec les groupes armés, supposés, bien sûr, qui se défendent au niveau de votre village. Oui. Et pendant que cette délégation se retrouve à l'église, vous avez dit, à l'église catholique, on envoie un autre groupe armé, donc composé vous avez parlé du commandant de zone et de ses éléments. Donc, ce groupe armé, sinon il faut dire, ben voilà, les soldats de l'armée congolaise, entre guillemets, oui, qui sont arrivés sur les lieux pour tirer, fusiller cette délégation des sages de votre village. Non, pas le sage de mon village. Le sage que le gouvernement congolais avait envoyé, soi-disant, pour venir négocier avec... Les sages du pôle, supposés. Voilà. Oui. Et parce dans que le même temps, on envoie une troupe armée pour aller encore fusiller ces sages. C'est cela. Oui, oui. Alors, donc, quand ils ont fusillé la délégation des sages du pôle, après, la suite, c'était quoi? Mais la suite, c'était quoi? Mais après, ils ont lancé leur opération. Ils ont renforcé l'effectif militaire de la région de Poul. Et là, c'était maintenant la guerre. Mais le problème, c'était quoi? Nous, on se disait que nos Mokati ne sont pas seuls. Et là, nous sommes réfugiés dans la forêt de Bangou. Et c'est là où Ntoumi vient de se chercher. Parce que m'avait dit que non, je dois vous parler Ntoumi. C'est là où le révérend Binsamou Frédéric était sorti. Tous ces éléments réunis montrent que le général avait prémédité et planifié la destruction du Poul. Contrairement à la communication officielle pour légitimer son génocide dans le Poul auprès de la communauté internationale, il est donc établi que les populations du département du Poul étaient en situation d'autodéfense face à la violence planifiée et programmée. Avec ou sans Toumi, le pouvoir avait initié des actes de violence dans la région en 1998. Toumi avait pris le train en marche comme le montre le témoignage de Castor, ex-ninja, sur TLR-TV. Les populations, surtout les jeunes, ce discours hautement tribaliste, le génocide a démarré dans le Poul depuis décembre 1998. Il se poursuivra jusqu'en 2018 en impactant 5 districts, tous limitrophes les uns aux autres, formant un territoire d'environ 13 000 km2,
s'étendant entre le 3 degrés et le 4 degrés 30 de latitude sud, et entre 14e et 16e longitude, est habité par 126 000 personnes réparties sur 354 villages suivant les données du recensement général de la population et de l'habitat. RGPH 2007. En effet, la révolte se définit par un refus actif à une autorité. Se demander s'il existe un droit à la révolte, c'est se poser la question de légitimité qu'aurait un peuple à s'élever contre la dictature qui sévit dans le pays devant les malheurs qu'elle crée au sein des populations. La loi d'un État est au-dessous du droit à la révolte, celle-ci est légitime lorsqu'il s'agit de défendre un droit naturel, le droit à la vie. Ce génocide était planifié comme l'atteste le projet Mouebara, Colombe, 1 et 2. Le pouvoir n'a jamais porté plainte contre le site Opinion Internationale qui en a publié les belles pages. En 2023, les langues commencent à se délier et valider ce projet Mouebara. On a bombardé dans le Pool, le ciel n'est pas tombé, déclare Jean-Dominique Okemba. Nous devons aussi souligner le discours de Denis Sassou Nguesso devant l'hôpital de Talangaï en 1999, extrait du discours, sans oublier sa menace sur le goût du sang aux populations du Pool. C'est pour cela que RCEP publie le présent documentaire afin d'attirer l'attention des opinions nationales et internationales sur une situation des droits humains toujours aussi préoccupante, où les violations commises demeurent impunies, comme c'est le cas pour les disparitions de 1999 et des crimes humains commis dans le Pool de 1998 à 2017. RCEP espère que les informations rendues publiques grâce à ce documentaire encourageront les organisations judiciaires nationales et internationales à prendre les mesures qui s'imposent pour empêcher de nouvelles atteintes aux droits humains. RCEP espère également contribuer à l'instauration d'un débat dans le pays même, afin que la République du Congo mette fin à la culture de l'impunité et rompe avec une longue tradition de violations graves des droits humains. Pour que la Dans une ambiance de crime contre l'humanité, les armées étrangères dont l'armée française s'empressèrent de quitter Brazzaville. Que avaient-elles fait de leurs armes? Seules, les troupes françaises vont se déployer dans les rues de Brazzaville dévastées, soi-disant, opération d'évacuation de leurs compatriotes. La France a ainsi pris pour habitude d'intervenir militairement dans des conflits internes et lorsque ses intérêts sont menacés, Cameroun, Tchad, Centrafrique, Comores, Côte d'Ivoire, d'encadrer et d'équiper des armées et gardes présidentielles au seul service de dictateurs corrompus mais fidèles aux intérêts français, allant jusqu'à se rendre complices de crimes contre l'humanité, comme au Congo-Brazzaville en 1997 à 1999, voire de génocide comme au Rwanda en 1994. Après avoir tenté de légitimer le maintien de sa présence militaire en Afrique par une nouvelle doctrine, à la fin des années 1990, la France utilise aujourd'hui la rhétorique de la guerre contre le terrorisme, empruntée aux néoconservateurs américains, pour la justifier. L'opération Serval, lancée au Mali en janvier 2013, a été officiellement déclenchée pour empêcher les mouvements salafistes armés qui occupaient le nord du Mali de s'emparer de la capitale, Bamako. On a eu depuis confirmation que loin d'avoir été improvisée dans l'urgence, l'opération Serval a été mûrement préparée et accompagnée de relations troubles entre les services secrets français et le mouvement autonomiste Touareg du MNLA. Les discours triomphalistes des autorités françaises n'ont pas masqué longtemps la réalité, ni la question territoriale ni la question sécuritaire ne sont aujourd'hui réglées au nord du Mali. Avec la dispersion des groupes armés et la déstabilisation de la Libye depuis l'intervention occidentale de 2011, c'est même toute la région qui paraît fragilisée. Prétendant régler le problème par une ingérence militaire accrue, la France a réorganisé tout son dispositif militaire avec la création de l'opération Barkhane, 3500 hommes dans la zone sahélo-saharienne. Cette recolonisation militaire est officiellement avalisée dans la loi de programmation militaire 2014 à 2019 au fort accent France-africain, qui réaffirme dangereusement les visées néocoloniales de la politique étrangère française, en particulier à l'encontre des pays d'Afrique subsaharienne. Cette politique passe sous silence l'aspect dictatorial de certains ralliés, Tchad, Cameroun, Congo, Mauritanie, encourage les dérives sécuritaires des autres, au nom de la lutte contre le terrorisme, et ne règle aucun des problèmes politiques et sociaux qui permettent aux groupes armés de prospérer. En France-Afrique, ces dernières considérations n'ont jamais été prioritaires. Depuis 1960, la France a officiellement effectué plus d'une soixantaine d'interventions militaires en Afrique, contre une pour la Grande-Bretagne, auxquelles il faut ajouter les interventions officieuses, sous-traitées à des mercenaires, dont les plus connus sont Bob Denard et Paul Baril, et les interventions secrètes, menées par les forces spéciales, ou clandestines, menées par le service action de la DGSE. Sous prétexte de protection des populations ou sous couvert d'évacuation de ses ressortissants, et en vertu ou non, selon son intérêt du moment d'accord avec les régimes concernés, il s'agit en réalité de s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays,
protection ou destitution d'un chef d'État, ou de protéger les intérêts français. La liste des crimes coloniaux et néocoloniaux de l'armée française en Afrique est malheureusement très longue. Parmi les plus récents, il faut noter la complicité dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, la complicité dans les crimes contre l'humanité commis au Congo-Brazzaville entre 1997 et 1999, les massacres de civils ivoiriens en novembre 2004 ou encore le soutien massif et continu de l'armée française aux armées de régimes autoritaires malgré les crimes qu'elles commettent régulièrement contre leur propre population. Nous n'enregistrons pas moins de 200 personnes par jour. Comme ce matin, par exemple, nous sommes déjà à la 192e personne et au fil qu'ils s'enregistrent, ils vont au service de distribution. Massoumou Paul, progressez, c'est par billet. Après s'être nourri de feuilles, de racines ou de fruits sauvages pendant des semaines et pour certains des mois, c'est la première distribution de riz, bientôt le premier repas. Ils sont tous malades, bien qu'ils marchent, ils sont tous malades. Et la maladie qui a un taux le plus élevé, c'est la malnutrie. Et les malnutris sont à un nombre plus élevé. Il y a aussi ceux qui souffrent du palu. Depuis que nous sommes ici, nous sommes déjà à 55 cas de décès. Tel qu'aujourd'hui, la nuit d'aujourd'hui, nous avons enregistré 5 cas de décès. Combien de morts depuis décembre 98? Certains parlent de 10 000, d'autres vont jusqu'à 50 000. Dans ce quotidien où la peur et la mort dominent, Médecins sans frontières a installé un centre nutritionnel thérapeutique pour les plus gravement atteints. En dehors de l'amaigrissement, on constate l'apparition d'œdèmes des membres inférieurs et de fissures du visage, de la décoloration des cheveux. Bon, ça c'est une forme de malnutrition très sévère qu'on appelle le kwashiorkor et qui est pris en charge ici. On en constate malheureusement de très nombreux cas. C'est des enfants qui vont bénéficier d'une prise en charge 24 heures sur 24 pendant au moins quelques jours. On fonctionne avec un lait thérapeutique qui est administré toutes les 3 heures en fonction du poids de l'enfant. Et ça, c'est pour l'aspect nutritionnel. Et ensuite, il y a un traitement systématique qu'on administre à l'entrée des enfants pour traiter les pathologies associées, le paludisme, un traitement antibiotique pour combattre les infections sous-jacentes. 500 enfants séjournent encore dans ce centre. C'est mieux. Lors de notre passage à la mi-décembre, ils étaient plus de 1000. Il faut souligner que depuis, Médecins sans frontières a ouvert un autre poste à 50 km à l'ouest. En cette fin d'après-midi, dernière distribution de biscuits survitaminés avant de regagner son village. Le camp de Kinkala reste un îlot, assiégé par l'insécurité et le mécontentement. Il y a des tirs la nuit, les soldats sont pas ravitaillés, ils peuvent être parfois énervés, agacés, etc. Il y en a beaucoup. Il y a des rebelles, Dixit, le commandant, qui sont à proximité, selon ce qu'on nous dit. On reste vigilant.
500 km plus à l'ouest, Pointe-Noire est sans doute l'un des enjeux de cette guerre fratricide, le pétrole. Nous sommes à proximité de la plus importante zone de gisement pétrolier offshore d'Afrique. Un autre barrage, mais un contexte bien différent. Pas de troupes rebelles en vue, mais un trésor à protéger, l'or noir, première source de devises du pays. Voilà tout juste 30 ans qu'Elf exploite le pétrole congolais. Une vieille histoire qui devrait perdurer avec la découverte récente d'énormes réserves en eau profonde. Beaucoup de pétrole, donc beaucoup d'argent et beaucoup de convoitises. Il n'y aurait certainement jamais eu une guerre aussi violente et meurtrière au Congo s'il n'y avait pas des gisements pétroliers gigantesques. Si la France, à un moment donné, a estimé que le président Lissouba, comme il avait été chercher des compagnies pétrolières américaines, à une certaine période, ils ont décidé que finalement, le seul viable, c'était Sassou 1, l'ancien président Sassou. Donc c'est vrai que quand celui-ci est revenu au pouvoir avec un coup d'État, on ne peut pas dire qu'il a été vraiment empêché ni gêné. Et quand ce n'est pas l'État français, ce sont toujours des réseaux un peu privés, un peu liés à l'État, qui a accompagné en disant, et c'est ce qui est bon pour le Congo, c'est Sassou et personne d'autre. Cobra, ainsi que des forces angolaises envoyées par Dos Santos, pour réaliser le coup d'État. Sorti victorieux de cette guerre, Denis Sassou Nguesso s'autoproclamé président de la République est très vite reconnu par la France, en octobre 1997. Le 5 juin 1997, le Congo basculait dans la guerre civile. Le coup d'État s'était achevé le 15 octobre suivant par la victoire militaire de Denis Sassou Nguesso, obtenue avec l'appui de l'armée angolaise avec une participation active de la France. En effet, voici la publication du journal Libération du 23 octobre 1997, à Paris, les responsables de droite et de gauche sont fiers d'avoir quitté Brazzaville en flammes. Le 15 juin, ayant évacué quelques 6000 expatriés au terme de l'opération Pélican, l'armée française refusait de tenir l'aéroport en attendant l'arrivée de casques bleus. Ailleurs dans le monde, pour des raisons humanitaires, on l'aurait sans doute fait, explique-t-on au ministère de la Coopération. Mais, dans le précaré africain, il fallait prouver notre nouvelle doctrine de non-intervention. Rétrospectivement, un diplomate dresse un autre bilan. Au plus fort de la crise, nous avons participé à l'inaction multilatérale. Mais, quand on a vu comment tourner les choses, on a vite retrouvé nos vieux réflexes et contribué à faire pencher la balance. Selon le Canard enchaîné du 4 juin, Paris aurait même choisi le vainqueur au Congo, en permettant des livraisons d'armes à Sassou Nguesso via l'Angola, le Sénégal et le Gabon, et même, dans un cas, de 25 tonnes de caisses bien lourdes, à partir de Paris. Président du Congo, une carrière à la force du poignet, une enfance paysanne dans le nord du pays. Vous êtes de l'ethnie Mboshi, qui est minoritaire au Congo. À 18 ans, l'armée vous ouvre ses portes avant d'ouvrir pour vous les portes du pouvoir. École d'officier à Cherchel, école d'application de l'infanterie de Saint-Mexan. Vous ne vous contentez pas de prendre du galon. Vous prenez part au soulèvement populaire de 63, puis à celui de 68. À moins de 30 ans, vous dirigez la sécurité d'État. Vous êtes l'un des fondateurs du Parti unique qui impose au Congo un marxisme tropical. Quelques années plus tard, ministre de la Défense, vous évincez le président. Vous allez régner pendant 13 ans. Alors, quand le vent de la démocratie a secoué les cocotiers du continent, eh bien, vous avez organisé des élections, les premières élections libres du pays. Vous les avez perdues et puis vous vous êtes incliné. Vous avez une traversée du désert, d'abord dans la brousse, puis ensuite à Paris. Et vous prépariez votre campagne électorale quand vous avez mené finalement une campagne militaire. 4 mois de guerre et vous voilà de nouveau au pouvoir. Alors, première question, c'est 13 ans, ça vous avait pas suffi? 13 ans avait suffi puisque nous avons organisé les élections, nous les avons perdues et nous avons permis l'alternance dans la paix et lancer le processus de démocratisation. Mais vous y revenez. On ne pouvait pas faire vous y revenez. autrement. Le pouvoir ne vous a pas lâché. Le goût du pouvoir ne vous a pas lâché. Non, j'étais, et je suis toujours, j'étais à la tête d'un parti politique. Et comme vous l'avez dit, j'ai connu la traversée du désert sur ces 24 mois dans mon village, et puis au total 22 mois à Paris, à 6 mois l'élection présidentielle. Mon parti et mes partisans, moi-même,
nous pensions que nous devions sainement prendre part à la campagne présidentielle. Bon, c'était le droit de notre parti. Les choses se sont passées différemment. Vous avez reconquis le pouvoir par la force en 97 comme vous l'aviez conquis par la force en 79. Alors les élections, ce n'est ni nécessaire ni suffisant pour avoir le pouvoir. Non. Mais est-ce que vous comptez être un jour élu? Non. Et je voulais rectifier. Et en 79, nous n'avons pas conquis le pouvoir par la force. En 79, c'était le parti unique et c'était une session ordinaire et du comité central qui s'était tenu. C'était le principe de l'époque. Nous étions élus, président du comité central, et puis nous avons organisé un congrès et nous avons été élus à ce congrès. Et quiconque était élu au congrès était chef du parti et chef de l'État. Il n'y a pas eu un coup d'État. Bon, c'était le Parti du travail, c'était un parti unique, ce n'était pas des élections véritablement démocratiques. Mais est-ce que vous constitutionnel. D'accord, c'était légal. Est-ce que vous comptez vous faire élire un jour, bientôt, quand? C'est ce que nous avions recherché dernièrement, en juillet, parce que le mandat du président Lissouba arrivait à son terme et nous devions aller aux élections. Et nous sommes partis de Paris pour les élections et nous cherchions une élection. Ça n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu. On va en parler de la guerre. Mais les élections, les prochaines, quand? Les prochaines, le plus tôt sera le mieux. Nous pensons que si nous les organisons aujourd'hui, dans le désordre, on nous accuserait de faire une espèce de mascarade. Le jeune officier parachutiste, cofondateur en 1969 du Parti congolais du travail marxiste-léniniste, participe au renversement de plusieurs chefs d'État. Alphonse Massamba Deba, Joachim Yombi Opango. En 1979, l'ancien agent des renseignements et ministre de Ngouabi, assassiné en 1977, accède au pouvoir. Sa trajectoire est stoppée net. En 1992, il est battu lors de l'élection présidentielle face à Pascal Lissouba. Je ne peux pas dire que le marxisme est imprégné d'une manière aussi profonde que ça l'esprit ou l'âme africain, en tout cas l'esprit ou l'âme congolais. Il s'agit d'une sorte de mode. Et je peux dire que cette mode est passée. Le Congo s'enfonce alors dans un cycle de violence. Amer, le vaincu entame sa traversée du désert. 5 ans d'exil à Paris, mais revient plus déterminé que jamais et préparé. Il reconquiert le pouvoir par les armes en 1997, après 5 mois de guerre civile, grâce au soutien décisif de l'armée angolaise. La République du Congo puisse ouvrir un autre chapitre de son histoire et s'engager sur la voie de la paix véritable. Les dirigeants politiques et militaires doivent comprendre qu'il ne saurait y avoir ni de tranquillité durable ni de progrès social et économique sans respect des droits humains. La force seule, surtout celle qui se nourrit d'atteintes aux droits fondamentaux, ne permettra pas de mettre fin au conflit armé et d'apporter la stabilité en République du Congo, bien au contraire, la violence ne saurait engendrer que davantage de violence. Et le passé continuera de hanter l'avenir de ce pays. RCEP souhaiterait aussi qu'une commission « Justice et paix » soit organisée, à l'instar de l'Afrique du Sud pour que justice et réparation soient faites. De juin à octobre 1997, Brazzaville, capitale du Congo, a été la scène de violences politiques ayant impliqué les milices gouvernementales et celles d'une partie de l'opposition. Le bilan officiel fait état de 15 000 morts. Le 26 janvier 1997, après un séjour de 7 mois en France, Denis Sassou Nguesso est revenu au Congo. Séjour au cours duquel il prend contact avec les caciques de la France-Afrique dont Focard, patron de la cellule africaine. Mais dès 1997, Avec sa petite famille, Fortuné a marché une semaine pour rentrer à Brazzaville. Sa chemise bleue et quelques affaires, c'est tout ce qu'il a pu ramener chez lui. Premier regard sur la région qu'il a fui il y a bientôt une année, premier checkpoint de police. Avec lui sa grand-mère et sa petite sœur de 15 ans qui vient d'accoucher en forêt.
aussi, nous avions laissé des mamans, des jeunes, des petits-enfants sont malades, très malades, sont au fond des forêts, souffrent. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, 1 mois sans manger. Donc c'est pas ici en ville, c'est là-bas. Vous allez là-bas, aux forêts. Allez aider les autres qui sont là-bas. C'est pas ici. Pour l'instant, comme beaucoup d'autres déplacés, Fortuné est amené par camion vers un centre de transit. Il est important qu'ils connaissent et qu'ils comprennent les règles, car vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les gens respectent les règles de la guerre s'ils ne les connaissent pas. Le but aujourd'hui est de les informer que ces règles existent et qu'ils soient en mesure de les appliquer dans leur travail quotidien. Seul problème, le CICR ne peut s'adresser qu'aux forces armées qui sont à Brazzaville. En dehors de la capitale, dans le sud et le sud-ouest du pays, les civils ont été victimes de terribles exactions. L'un des employés du CICR témoigne du calvaire subi par ses filles, cachées pendant de longs mois dans les forêts du Poul. Elles sont arrivées tout cassées, la grande toute malade. Elle a subi quelques sévices. Ma grande fille de 12 ans a été violée par les bandits armés. Elle a saigné pendant plus d'1 mois, sans soins, sans rien. Elle est très inquiète, elle n'est pas totalement sortie de ses émotions parce qu'elle me pose tant de questions. Au moment où elle a été violée, elle était encore toute vierge. Et jusque-là, elle est encore très timide. Chaque fois qu'elle voit quelqu'un en armes, elle ne veut pas sortir, elle reste toujours bloquée à la maison. Parce qu'elle se rappelle toujours l'image de ce qu'elle a vu. On est là debout dans la rue, c'est bien, on se voit, on se salue, on est plus gentil, mais il faut voir la réalité que nous vivons. Venez chez moi, vous verrez dans quelles conditions les gens dorment. On dort à même le sol, on est à des nattes, des matelas. Le matin, on se réveille. Bon. On se dit, tant mieux, l'essentiel est qu'on est en vie. Pour aider les plus malnutris, le CICR et plusieurs autres organisations humanitaires ont mis sur pied dès mai 1999 un centre spécialisé. Cet ancien campus universitaire au centre-ville accueille plus de 1300 personnes, dont au moins 800 enfants. Les cas les plus critiques sont évacués à l'hôpital. Ici, on gère des programmes alimentaires capables de redonner leur force à ces petits bouts d'hommes. Viens le chouchou. Alors ici on est dans un centre nutritionnel géré par la Croix-Rouge et on est en train d'effectuer les pesées de tous les enfants qui vont relativement bien, ce que vous voyez, parce qu'il y a quelques temps qu'ils sont là déjà, avec une nourriture 13 kilos. Voilà, vas-y. Avec une nourriture très riche en calories. 5 repas par jour, ça va? Attends. 14,100. Vas-y. Alors cet enfant est encore très mal nourri, hein, parce qu'il a, déjà les cheveux blancs, les cils un petit peu blancs. On voit encore la maigreur, pas très très flagrante. On voit qu'il a bénéficié quand même de la nutrition. Et il n'a pas d'œdème, il ne présente pas d'œdème, donc il est en bonne voie cet enfant. Mais c'est vrai qu'il a peut-être un petit problème encore. Ça, peut être les conséquences d'une malnutrition. Ça peut aussi être la cause d'une verminose, mais en général, tous les enfants sont traités contre la verminose, mais à revoir. Hein. Dans ce camp, des centaines de familles qui ont fui les violences dans la région du Poul au Congo. Cécile Toba vit ici avec ses enfants. Elle dit avoir à peine de quoi les nourrir. Faute de nourriture, environ un enfant sur 5 souffre de malnutrition. Selon l'ONU, au moins 80 000 personnes ont fui leur maison dans la région du Poul depuis avril 2016. Conséquence, des violents combats qui ont éclaté après la réélection controversée du président Denis Sassou Nguesso.
Les déplacés sont dans une situation difficile, il manquait de tout et nous, en tant que programme alimentaire mondial, on essaie de mobiliser les ressources pour apporter une assistance alimentaire d'urgence à ces déplacés-là. Les fonds récoltés par le Programme alimentaire mondial permettront d'aider plus de 40 000 déplacés pendant un mois. Surtout qu'on a pu sortir de la maison pour un petit peu de tranquille. Donc que la Croix-Rouge soit là, que le contingent français soit là. On a trouvé ça sensationnel. Que des étrangers viennent nous sortir de la souffrance, c'est beau. Parce que mon peuple n'aurait jamais pensé à moi. Déchirure du tissu social et économique, destruction de nombreux équipements et de bâtiments publics et privés, traumatisme psychologique. La guerre a fait des ravages, laissant le pays profondément divisé. Nous sommes en 1999 et 2000. Le Congo sort à peine d'une guerre civile, qui a été ponctuée par un coup d'État orchestré par Denis Sassou Nguesso en 1997 contre le président Pascal Lissouba. Restituer la trajectoire du système dans son ensemble devient une nécessité pour comprendre les enjeux de cette période, avant d'en dégager les lignes de force. Ce qui revient à dire que les oppositions politiques et militaires qui ont rythmé les convulsions de la transition démocratique au Congo, particulièrement celle de 1997, ne sont pas des produits ex nihilo mais livrent leur intelligibilité à partir du corpus historique de leur préparation et de leur apparition qui se confond avec l'histoire même de la classe dirigeante. Tous les subterfuges sont bons pour Sassou Nguesso de réveiller les contradictions pour lui permettre de recentrer les conflits autour de la prééminence ethnique pour se construire une base sociale. Anga pour Ikonongo. Toumi pour le Poul. Argumenter auprès de la communauté internationale de la présence d'une rébellion. Mais a-t-on pour cela le droit de déployer de l'armement lourd, pour tuer, brûler et déplacer des masses de population pour cela ? Tous les médias internationaux font état d'une guerre pour traquer un rebelle. Erreur. L'objectif poursuivi, c'est la conservation du pouvoir par une violence permanente jusqu'à éliminer une ethnie qui contrecarre ses plans. Génocide ou pas ? Aujourd'hui, pas d'hésitation, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, un génocide toujours en cours d'ailleurs. Un génocide multiforme, celui du massacre de personnes physiques par milliers, mais aussi un génocide éducationnel, c'est l'éducation qu'on assassine en pulvérisant les écoles sous les bombardements. Dans les rares qui ont subsisté, on peut voir 300 élèves assis à même le sol. Allez voir l'état des villages, les maisons brûlées, avec les arbres fruitiers tronçonnés et les survivants qui meurent de faim. Tout cela a été prémédité, opération Mouébara. Quand, depuis plus de 20 ans, au Poul, on tue des citoyens non armés, qu'on humilie les gens en mutilant des cadavres, qu'on pousse des soldats contaminés par le VIH à violer des femmes, qu'on nie la mort des victimes qui n'ont ni le droit de vivre ni le droit de mourir, le pouvoir détruit physiquement un peuple, son propre peuple, efface son histoire, supprime son âme, nie son existence même. Comment appeler cela sinon un génocide ? C'est pourquoi, il est toujours, nécessaire de continuer ce travail de reconnaissance des morts et des disparus. Le génocide aurait été déclenché en 1977 après l'assassinat du président Ngouabi le 18 mars, à l'instigation de Sassou Nguesso, alors ministre de la Défense et de la Sécurité, suivi aussitôt le 22 mars de celui du cardinal Bienda, archevêque de Brazzaville, convoqué par le ministre pour témoigner devant le comité militaire du parti après l'assassinat du président, un piège pour le faire disparaître à son tour.
On a fait disparaître aussi l'ex-président Massamba Deba ainsi que les témoins du pool au procès des présumés assassins de Ngouabi, le 6 février 1978. Cela fait 20 ans que Sassou Nguesso et son clan se livrent à l'extermination des habitants dans la région du Pool. La guerre dans le Pool n'a vraiment jamais cessé. Les opérations Colombe, 1 et 2, Hadès, Hérode et Mouébara 1 et 2 suivent toujours leur cours. Mouébara est le nom de la mère de Sassou Nguesso. Des voix se lèvent contre la violence armée dans le Pool, 1998 à 2005. Voici des extraits des réactions de Monseigneur Portela, évêque de Kinkala et de Feu Sage du Pool, Florent Mienantima. Monseigneur Portela, évêque de Kinkala. C'est un cri que je lance à l'adresse de tout le pays et de tous ceux qui l'aiment. Ce qui se passe à présent dans la région du Pool est à peine supportable pour un cœur tant soit peu humain. Voilà déjà, en effet, plus de 2 mois que cette région est l'objet d'une sollicitude meurtrière qui se manifeste dans un pilonnage assidu de plusieurs localités, je cite, entre autres, Madzia, 4 fois, Matumbu, Yokama, les environs de Kololo, Ngandou, Malela, sans oublier, bien sûr, l'épicentre même du drame, la région de Kidamba et Vidza. Le motif déclaré de ces tristes opérations, c'est la présence incongrue et indésirable du chef de l'ancienne résistance et de ses jeunes adeptes qui, par leur marginalité parfois violente, il faut le reconnaître, dérangent la tranquillité des populations et ne contribuent pas du tout à la paix dans la région. Malheureusement, sans être familier de l'art militaire, on peut constater que ce ne sont pas ces cibles qu'on atteint, à cause de leur grande mobilité et de leur maîtrise incomparable du milieu. Ce sont plutôt les pauvres populations qui en subissent de graves conséquences, des vies humaines fauchées, des infirmités provoquées, des habitations détruites, des déplacements forcés, à pied, sur 50, 100 et même 200 km, avec des bagages de fortune, sans assistance médicale ni secours alimentaires, les ONG humanitaires n'y ont pas accès, semble-t-il, par manque de visa de sécurité, des décès en pleine route sans inhumation digne, un sol de plus en plus impropre à l'agriculture parce que saturé de bombardements. Il y a aussi la triste certitude de revoir, au retour, les maisons pillées, dépouillées du peu qui était resté, par ceux-là même qui sont officiellement préposés à la protection des personnes et des biens. Aujourd'hui encore, à cause des menaces de bombardement, au vu des engins lourds qui y sont acheminés, un véritable exode est en cours, des milliers de personnes se dirigent encore vers Brazzaville, désespérées, lassées de ce triste sort qui leur échoit. Ajoutez à cela, l'angoisse de tous ces jeunes, obligés de vivre cachés dans les forêts, de peur d'être traités de ninjas infiltrés ou potentiels. Quelques-uns ont été même portés disparus, par le fait de la force publique, question à instruire dans le droit et la justice. La guerre, surtout celle-ci où les populations innocentes sont les premières victimes, n'accouche que de la destruction physique et morale. Les preuves du génocide. Certaines images portent en elles la preuve que la mission des Cobras consistait à tuer les civils jusqu'aux enfants, femmes et vieillards. La preuve, cet enfant de 5 ans qui a eu les yeux crevés parce qu'il portait un pantalon violet. Premier appel du président des Sages du Pool pour solliciter du gouvernement l'arrêt des violences. Devant le spectacle macabre qui se joue dans le Pool en général, et dans son propre village, en particulier, le président des Sages du Pool, M. Mienantima Florent, réagit et demande au ministre de l'Intérieur d'assurer la sécurité des populations du Pool. Il adresse également, au même ministre, un rapport d'assassinat perpétré par la force publique à Mpayaka, son village. Mpayaka, le 20 juillet 2002. À Monsieur le ministre de l'Intérieur à Brazzaville. Objet, compte rendu d'assassinat perpétré à Mpayaka par la force publique. Nous avons l'honneur de vous rendre compte des événements survenus au village Mpayaka. Dans la journée du samedi 6 juillet 2002, au matin, un contingent de militaires des forces armées congolaises en service commandé a fait irruption au village Mpayaka, soi-disant à la recherche des ninjas. Cependant, à défaut des ninjas, ils ont tué 10 personnes non armées. 1. Nkodia Romeo, 17 ans, élève au CEG de Kibouende. 2. Bibibou Marcel Père, 82 ans, tué et brûlé dans la maison. 3. Bibibou Fils, 18 ans, apprenti menuisier. 4. Ganga Emery, 25 ans, paysan, agriculteur. 5. Makumbu Dieudonné, 18 ans, élève au CEG de Kibouende. 6. Safoula, 17 ans, élève au CEG de Kibouende.
7. Batsiba Jean, 50 ans, président des parents d'élèves de Mpayaka. 8. Lemina Albert, 70 ans, chef de village Ngamali. 9. Sambaki Azi, 80 ans, brûlé dans sa maison. 10. Nsamukunu Amba, femme de 65 ans, tuée mutilée par arme blanche. 11. Bissila, blessé par balle, non en danger de mort, est en train d'être soigné. En plus, ils ont torturé, battu violemment et menacé de mort un grand nombre, et, même le président du comité de village, M. Mienantima Florent âgé de 75 ans. Toutefois, on peut noter que parmi les assassinés, seul Ganga Emery avait été un ex-combattant ninja qui avait rejoint ses parents et faisait ses chants. Ensuite, ils ont brûlé toutes les maisons en toiture de paille des 6 quartiers de Mpayaka, soit environ 135. Mpayaka a été brûlé à près de 80%. Des arbres fruitiers ont été coupés, les jeunes plants arrachés. Mpayaka a été pillé de fond en comble avec les animaux. Après cette mise à sac, toute la population, soit environ 400 personnes ont été contraintes d'aller à Kibouende dans le dénuement total. Monsieur le ministre, vous êtes notre tutelle. La situation de Mpayaka est le sort subi par la plupart des populations et villages du Poul, un châtiment collectif pour appartenance ethnique. Bien que tard, nous implorons votre intervention contre cette manière de faire. Le présent compte rendu vous est adressé à titre d'information et à toutes fins utiles. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, nos salutations distinguées. Le président du comité de village Mpayaka. Deuxième appel du président des sages de Mpayaka. Mpayaka, le 17 août 2002. À Monsieur le ministre de l'Intérieur. Général Pierre Oba. Monsieur le ministre. Au regard de la situation des populations du Poul qui, chaque jour devient plus dramatique que la veille, j'ai l'honneur de vous adresser la présente lettre parce que vous êtes notre ministre de tutelle. Vous avez la responsabilité d'assurer notre sécurité. Monsieur le ministre, je suis Monsieur Mienantima Florent, chef du village Mpayaka, Kinkala. J'ai 75 ans d'âge. J'ai été chef de terme Boleke, Kinkala, en 1963. Conseiller de district et de région de 1963 à 1978. Président du tribunal de premier degré de Kinkala de 1962 à 1977. Président du comité de village Mpayaka de 1964 à nos jours. Député à l'Assemblée nationale populaire de 1973 à 1978. À cause de ma petite expérience, j'avais été élu par mes pairs présidents des sages du Poul. J'ai vécu les événements des 3 francs en 1941, les abus de la JMNR, en 1964, la recherche de Diawara dans les forêts de Gomat Setse. Aucun de ces événements ne m'a inquiété personnellement. Seuls les mis en cause subissaient la répression de la loi. En octobre 1998, les ninjas m'ont brutalisé jusqu'à me ligoter en prétextant que j'avais conduit les cobras qui avaient brûlé Kibouende. Quand ils ont vérifié, ils se sont aperçus que je n'y étais pour rien. Pendant ce temps, ils avaient déjà anéanti mes biens et détruit mes 3 parcs avec 127 bœufs. Cette fois-ci, les militaires des FAC Forces armées congolaises ont fait irruption dans mon village Mpayaka sous prétexte de rechercher les ninjas. À défaut des ninjas, ils ont assassiné 10 personnes gratuitement, blessé une par balle. Pendant ce raid, j'ai été violemment battu, sans considération de mon âge. J'ai eu 4 côtes cassées. Ils ont pillé tous les biens du village. Ils ont volé mes 20 cabris et mes moutons. Ils ont brûlé près de 135 maisons. Le village a été détruit à 80%. Dans mon cas, traqué d'un côté par les ninjas et de l'autre par les cobras, sous la peau des FAC, je me demande de quel côté suis-je. Ceci est pour dire qu'il y a beaucoup d'innocents qui subissent dans le Poul. Monsieur le ministre, au cas où vous ne le sauriez pas, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'en ce moment, les populations du Poul sont victimes des exactions les plus sévères de la part des militaires de toutes nationalités confondues. Massacres, viols, rackets, bombardements d'hélicoptères, sont les mots auxquels on est soumis à tout moment. La mort est distribuée gratuitement et pour rien, selon le bon vouloir de la force publique. Une rencontre des FAC avec un jeune homme soupçonné d'être ex-ninja signifie assassinat de ce dernier. Un ex-ninja est automatiquement tué. Ils ne font pas de prisonniers.
Ce système de rechercher tous les ex-ninjas a un nez très dangereux. Ainsi traqués, bien qu'ayant déposé les armes, les ninjas ne sortent plus. Cela signifie que le pool perdra de ses jeunes d'ici là. Monsieur le ministre, votre responsabilité est engagée, il faut réagir. Au village, la conclusion est que les militaires agissent ainsi selon les ordres bien reçus du gouvernement parce qu'ils ne sont jamais rappelés à l'ordre et cela dure depuis toujours. Chez le soldat, quand on dit « va », il va, vient, il vient, fait, il fait, sinon il est sanctionné. Monsieur le ministre, je voudrais aussi porter à votre connaissance que beaucoup d'hameaux ont déjà été effacés de la carte du poulet du Congo. Les militaires passent et repassent dans les villages désertés, pillent et repillent et finissent par incendier les maisons et enlèvent les tôles. Kibwende regroupe en ce moment les déportés de plus de 20 villages de Kinkala Nord et de Mayama. Comment vivent-ils? Dans le plus grand dénuement. Ils ont abandonné leur champ parce qu'une rencontre avec les FARC signifie la mort. Si la guerre s'arrête aujourd'hui, beaucoup de rescapés ne retrouveront plus de village ni de maison où habiter. Le gouvernement qui, en ce moment éprouve des difficultés pour assurer régulièrement les pensions des retraités, les bourses des étudiants, les salaires des fonctionnaires, sera incapable d'aider les paysans du pool à rebâtir leur maison. Il serait donc temps que le gouvernement arrête net cette situation. Monsieur le ministre, une question fondamentale est de savoir si la région du pool est en rébellion contre les institutions de la République. À mon avis, il n'en est pas question. Pourquoi alors faire subir une guerre si atroce, faire payer un si lourd tribut aux populations pour une personne que beaucoup ne connaissent même pas physiquement? Cette attitude nous fait conclure que le gouvernement nous fait subir un châtiment collectif pour appartenance ethnique. C'est dangereux pour une république. Monsieur le ministre, en ma qualité de sage, je voudrais vous suggérer d'abord la résolution du problème du pool par un autre biais, celui de l'amour. Ne considérez pas uniquement votre pouvoir à asseoir à tout prix quel que soit le nombre de morts dans le pool et sa destruction matérielle. Considérez d'abord la population. Si vous avez un peu d'amour pour les habitants du pool, faites que le gouvernement arrête son expédition. Quel plaisir éprouvez-vous en apprenant toutes les nouvelles macabres en provenance du pool depuis 1998? Il n'y a aucune gloire d'avoir saccagé une région et d'entrer dans sa mémoire comme son destructeur. L'hécatombe du pool, et, même le chaos du pays tout entier exige du gouvernement de la hauteur et surtout beaucoup de lucidité. Si le gouvernement considère les personnes avant toute chose, il devra revoir sa copie. C'est alors que le gouvernement doit chercher et réexaminer toutes les données des problèmes jusqu'au bout du raisonnement. Chez les villageois, pour arriver jusqu'au bout du raisonnement dans un problème politique à plusieurs têtes, il n'y a qu'une seule approche, le dialogue. Le dialogue est le fruit de l'amour. Tout le reste n'est que perte de temps, d'énergie, de personnes et de biens. Ce que je dis est simple, mais il n'y a que ceux qui ont l'amour pour leurs semblables qui y arrivent. Un adage de nos villages dit que si le chemin se perd, il faut repartir à la croisée des chemins. Les problèmes politiques n'ont pas qu'une seule solution. Quand un schéma ne marche pas, on en prend un autre. Si on examine les accords déjà passés, on s'apercevra que certaines clauses ont été foulées aux pieds de chaque côté. Dans certains pays, par amour, pour sauver leur population, les gouvernements décrètent des cessez-le-feu unilatéraux. Pourquoi pas chez vous? Monsieur le ministre, je sais que des voix plus autorisées que la mienne ont déjà parlé dans le même sens. J'ai tout simplement voulu vous rappeler que les populations du pool sont aussi vos citoyens et que vous avez la responsabilité de leur sécurité. Encore une fois, monsieur le ministre, nous vous implorons de faire arrêter le châtiment collectif pour appartenance ethnique des populations du pool. Soyez notre avocat auprès du gouvernement, et, surtout auprès du président de la République. Selon Guy Brice Parfait Kolela, député de Kinkala, la préfecture du Pool, et ancien candidat à la présidentielle du Congo. Le département du Pool contient 13 districts. Il y a 6 districts qui sont en détresse, voire dans le chaos. Et dans ces districts, la quasi-totalité des villages ont été détruits, brûlés, des populations se sont déplacées massivement. En effet, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont déjà fui le département du Pool du fait des violences. L'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH, dans son dernier rapport, la situation serait extrêmement préoccupante. Entre 10 000 et 30 000 personnes auraient quitté leur village depuis le début de la crise. Pour Trésor Nzila, le directeur exécutif de l'OCDH. Nous avons des témoignages très inquiétants,
qui font craindre à la commission de graves violations des droits humains. Des tas de meurtres sont signalés, des actes de torture, des arrestations arbitraires, des viols. Les témoignages que nous avons des deux parties sont indexés dans la commission de violation. Une force officielle et non officielle commet des exactions dans le pool. Au Congo, la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, dans un communiqué rendu public ce vendredi à Paris, s'alarme de la situation des droits de l'homme dans le pool. Le département considéré comme rebelle, lit-on dans le communiqué, demeure fermé à tout observateur extérieur et les autorités congolaises, d'après la FIDH, ainsi que des groupes armés non identifiés, s'y livreraient à des violations massives des droits de l'homme. Bombardement des civils, éviction forcée des populations. Depuis kita koti la kumujinguko ni mpashi kwa tutamona bilongo kutubakila byopeli ana kutukipe donc nsekolo zambiza machimuna kudyampe kwa machimuna donc mpashi magata matatu kama lanta bamebonga batakwe mabonge katutaba zabako mboka butuduka kusagata vraiment ni motukwe bele donc nigana beto tunabeto ba jeune mpashi za jingi tutamona muntu foti saka vivre bukakwebe kugata bukakwedie foti saka bako songisa kiteso ku l'hôpital bako songisa menga kabyo katutavuti bya songisa ni shete mifulu kili mu moyo donc tweka foso kapoti bwana telemyo yimi tufimba katutazaba ko eka mpasi nizitakotela kusange tweka mvula ya mukaka kukatira sange nimpasi tutamona zoza za vrempasi tutasekila gakatira anda mamba tutasekela gakatira bangongolo kabuna bwo kwanje musamuka tuzabye beto ni mumpase kwa twena butu siri bwa ubu na malari twena mo bubu ntsimbiri mugangu buka mpamba ko ni malari maluketo na malo kandende anje nda chitini chachilako kani kujogisa batakwetu jogisa santangu kwatu tune eli kumpeya tukubula bya baneto bya manaja bubu ntsiri buni muchimpenye kwanje na kanzebe ako kansobunisa nichari kwa chenani cha chingi katika chari cha chingi cho chenani kanzebe ako kansobunisuganisukina nisamya bufuiri mya kwanto luzebi tabanza kakuzimba kanya muntu wekoti bagalari mufuiri mboka kaba muntsayi mena bunsana wa bakala na bunsana wa misamya luyalu nyimpasi nitamona chari cha chingi chenani kaneba tubika kweto kani nimpase kwa tutakwemoniza zingi beribima bitubele nabyo bagurima nabya kubula bagurima nabya yoka ni cyari cha chingi ambo babele go yoga ni bana amu pepeko mupepe wa kubula kuzulu bima bya soni ni bya mini kweki ambo beno mama nchaga talatuka muntota atondo mingi kasangiri takota bya kunsana tatoma kanega tubakila mungwa mpekani mungwa niwo utatumonesa mpashi mumvula makumole na nsamwari njijibuta mwana ka mwana njele wasweka kuvulukura ngumba ngana vulukura ngumba muntu kuvukila akari nisamumi tutamona beto katoto kwa mona ko nzebi bakuntu myaba mona kampashi za beto zikajiyoke katuraza abakakonchi beto mbotu ko bwatolo kuvulukura ngumba iliko kuzuluku fueta katafueta ka mwana wena kuwa bebe takwesweka kuncha vuluku ya muti mboka ni butune ndi vukila mu beto bubotelu yalu kasarila ngolo bamanisa mushingu beto tabalibre bawu batamuririwo batufuila chare nzame katulemvukila mushingu wasuka ngati bala baba tutamoni nampashi bata nsangu kwe bamponeza nabo bachiro kumanima manishi kambe bubu tutazonza samu belenani yunkuti biwiri bubu njekani bukwa nzabatala biloreni lwata kanita wazabako meni makumu mwana tachibongi kumansana yemujikila tatira meno ngurini yina yemufiri emeto tamita kotela kusangi vule mukaka yaye kalunga ilwidi mfuila maila kanu katira sangi na ngongolo na mvula nzo kutsona masangi mawiri mkoti ko kulatu turidi nati kulondi kimpalu kuna londi kune kotwe kala zemanta mtakotela kusangi katadugiri tikugata ko
mpashi kusanga basati mpashi mungu pe kani nsatu mayela kani bituje pe kani mayela pele nsatu mpene kushini buka na malari bala bimbevu fievre bituvene chojinga nguya nkofula mora pali donc mpashi zinga tumutama na ukatira sangi sema bilungu bikabilla kusangi tuzakari Le 30 tokota kusangi le 30 mars tutazonza toka mulande 2003 au fait za bona no kusangi tuyokasilezo mpashika jita woko jeje tutamona we liko chaque jour que kubula ka kumpimpa mwini nzoba meza bula babatikila mpangala chi vinza nzoza ansone babula baba gokela fe bantu mukatira nzoba bingi 30 personnes bayoka la makatranzo kulondi mpangala wo vraiment usema wo to tachari chibu tutazonza bantu kusangana sangi bala bafyo chibe ko bakwe bele ambo bana bayoka bantu mukatranzo bakobra baba bo baka kuna kumatu kukinchini baba yiturisa amatu mpangala ne baba yokela bantu mukatranzo mena pe bibushi biole pa fomuna ni monega yilana bala bawo donc vraiment charishona bo chatomo kumbaka chingi cha kumbaka chari po chilumbu chichi kusangi umpevuka kwiza avuka ko tukuburchi kunganda nzoku ya donc vraiment butushila kani do beto mi batata mi amensoni chime yilama nzambe ko mbibuna katawo wayila wayilama ngati bantu baduka kumagata akabutu duka kumagata nzokani nzoba meyo ko boni mutu ko turile akandi ambacho ka tuko sekelo kumagato wocho chinubu bokatu zebe ako sitana chivinza bo bafutura tunga mufoso yina yekela matu vinza talante mbe batasa bu biza biba tala vinza talaka konsobonda bora bwana vinza reye kalanta nananda. Merci. Cet enfant que vous voyez est malade, il souffre du palud. Ngiri kambo kanchibyo bya besoni bya menijia kwa nitoka kwa yeni kwa mwendo bune katushira hapa na musabu tutakwe bandi kwa tutakwe bandi ti ni wenzambi katunungi sanga atita banansa itata kimbangi mu biluwe bilanda tuwoka tutakwe bandi ukangana bimbevo kapita ko lukwame shikona ndilu bolutakwe diri mwe dia kudia kwa tata sevre mwe dia kudia kabi mbevu ni bokwa bitakwe tukwame ambo bushiri ncha bimbevo ngana na bimbevu bya ntulu bimbevu bya miyuyo bimbevu bya mashuba ambo mbuka chitako lukwamisha ko pali mbumbe zali tatukwamisha ngiti tata na chima chitalemo tukwamisha mpashi kwa bokanga chi musamwene nolule ndita kutasasu kwetasasu kwetasasu kanzebe amusamwene ni mutela kunako kuti tamana tamisamu kuna tameba kwati mfaso kuba tamba kama mama yashula kwa kusula bunu iwombe ibuna kwande ni mubanje yandi kina mubeto kana mubeto kenga akatuta ko moni ku atendo nani d'abord kuba exilé je m'adresse d'abord aux exilés bantu mulari nizoza ngati bina kulawa bantu bo bayinda kumputu talaka tuzebe ko talabe no mpasizo chitumona akabeto zaji tampelu baka mumbanyi aka talaka chitalu baka ko ikabo be no mbona tubika beto to moni mpasi woni tanguzi zaga kulu buna butela beto bakulu tubaka yako nsansa bele tuki tukotele masangi tutukiri tushubumba megaga munaga ta bibuka be mo bitakwe bele bantu bitakwe tele site mais mu katera ma site un peu les gens sont embêtés bon jusqu'alors quand tout ça va ko ba ko buka ta waya kan chiba tu waya laka e ka buba ta samu beto puta beto simba shi tutamona mbungura ba tutazamona asiji tamona betu mbungura ba bantu bakakabe ko kabazeba politika nchiko babingi balumuza babuyula kata yuko kabwe bangurila kayo ibuka batache be politique ni bungungu
La politique, on comprend dire Nandi va dire Kanaka. Il va moucher la expliquer. Bantu Batabonga le foie, il va innocent. Donner la vie à des innocents, détruire tout, pénaliser une génération qui devait faire quelque chose. Vraiment, ça fait fâcher. Il faudrait qu'il fasse le point sur ça. Les écoles sont détruites. Il n'y a plus d'écoles. C'est devenu des épaves. Tout est bombardé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en pensent. Bon. S'il n'était pas saisi, il est maintenant temps. Nous souffrons beaucoup. Nous vivons des conditions adéquates que nous n'avons jamais vécues depuis que certains sont nés. Bon, nous avons des diasporas qui ne sont pas habitués à vivre dans ces conditions-là. Mais puisque les circonstances l'imposent, ils sont contraints de vivre à côté de nous. Vous les voyez. Alors qu'ils sont habitués à une situation, à un mouvement, à une atmosphère, à une vie qu'ils peuvent mener eux-mêmes à leur manière. Et qu'ils méritent à leur manière aussi. Maintenant on les impose. L'homme du poule n'est plus libre. Donner la vie à des innocents, la mort à des innocents qui ne connaissent rien. C'est malheureux, ça fait fâcher. Bon, mais sans aller trop loin. L'ONU maintenant, l'ONU. Il a tant intervenu à toutes les situations qui se passent dans ce monde-là. Puis c'est une organisation mondiale, mais qui n'arrive pas à mettre la main pour la situation du Congo. Pourquoi? Du poule. Oui, mais le poule, c'est au Congo. La situation du poule. Donc l'ONU rêvait. Ils étaient financés donc. Financés par qui? Par le mouvement en place, par le gouvernement. Pour ne pas suivre une situation qui tue les gens maintenant, ils interviennent très tardivement. Ils n'ont pas encore intervenu. Moi, ça, je ne peux pas croire. Je n'ai pas eu encore les preuves. Ça, on ne peut pas croire. Parce que c'est une organisation mondiale qui doit intervenir à toutes les situations qui se situent n'importe où. Il n'y a pas très longtemps que la Côte d'Ivoire a commencé ces problèmes. 3 mois seulement, mais ils ont intervenu. Si on suit à l'autre là, le Oussama, ils ont intervenu partout. Chez Saddam Hussein, ils ont intervenu. À peine là, ils ont envoyé des experts là-bas. Nous avons suivi. Donc, ils ont fait aussi autant à la Centrafrique. Oui, ils ont fait aussi autant à la Centrafrique. C'est normal. Même pourquoi pour la situation du poule. Donc parce que nous sommes des poulets, on peut facilement les manger. Les gens disent que le Congo, plutôt le poule n'a pas la guerre. Un pays qui n'a pas de guerre, vraiment peut avoir de tels enfants. Regardez cet enfant. Ils étaient au moins 12, ils sont tous morts. Le père et la mère est disparu par le fléau de la guerre. Vous voyez ce que nous souffrons ici. La malnutrition, la famine. Quand vous me voyez comme ça, surtout comme habit que je suis, j'en ai plutôt. Et ce comme ça, là, les gens peuvent vivre vraiment dans une république. Et pourtant, on a un président de la République. Mais qu'est-ce qu'il pense pour nous? Est-ce que tous les gens du poule sont des politiciens? Tous les gens du poule ont saisi les armes avec cette façon. Est-ce que même vous qui sont à l'étranger, vraiment vous avez la joie de voir ce que nous souffrons ici? Vraiment, on ne peut pas beaucoup parler, puisque nous disons que notre gouvernement est génocidaire, surtout. Puisqu'il veut détruire toute la nation du poule. Et pourtant, tous les gens du poule ne sont pas des politiciens, je le dis bien. Nous ne connaissons pas la politique. Et les gens ne mangent pas la politique. Vaut mieux qu'ils disent ou bien qu'ils achètent au moins les avions, bombardés une fois pour toutes, au lieu de nous faire souffrir comme ça.
Nous souffrons. Hein? Nous souffrons vraiment, nous souffrons. Regardez. Sa mère et son père est mort par le fléau de la guerre. Ils étaient au moins 6. Tous sont morts. Celui-là aussi va mourir. Il n'est pas pour beaucoup de jours. On n'a pas de médicaments. On n'a pas du tout. On n'a pas des choses à manger. Donc vraiment c'est tout comme message que je voulais envoyer à l'opinion internationale. Surtout à l'UNICEF. Surtout à l'UNICEF. Qui s'occupe des enfants. Peut-être l'UNICEF et la Croix-Rouge et la CCR peuvent faire des tours ici pour venir soigner les gens. Il nous manque des médicaments. Il nous manque à vivre puisque tout ce qu'on avait été incendié. On n'a pas des habits. Nous dormons dans des conditions adéquates, des souffrances. Vous pouvez voir là, dans la maison, là, vous allez voir, vous allez filmer les endroits que les gens dorment. Nous dormons à terre. Les insectes de tout ce genre viennent nous piquer. Le paludisme tue. Partout là, c'est des cimetières. Président Bokabiala ka tabi mukento ka mudukisa. Mboke ka président. Ka beto vraiment pour le Congo mpashi tutamona ziyo. Bala bakitizaba mikanda kuteka kusumba mi. Butugala mbongo kulokolo le mubilumu makumole na bitanu. Kangana nshadiambu tayireke. Tantete vote tu votele. Beto butumana tuvota akanga tabaka ba president batutuma mungula luzolo. Kamu lumbu chauchi beto ni tukotele masanga matalo tokokota. Tusekela katira mamba muntangu ya mvula. Bubu tutazonda bala katuta dikila bala ko nchiya mukaka ninsatu. Njila za kangama. Kangana president ya mpila moshibuna boto lende ya zolome president ya kuvukaka. Bima byabi bote byabentsena byabi bina byabi bote ni president kuyunza abyo kalumbu chibeto mulepule katushiri abantu ko batu songe sa nchi ya kaka yoyi kwenda bisi lepule ngati beto tweta gomboka muna kanchanchi yina yilumbu bantu beto ngati tweta gomboka lepule ye kanchake salu yina ngati bonga kwa mvamaki kya lepule katushiri ana jambo ditulenda tak munjala ukotele ku katutavu tulenda ku mbungu ntangu itaketisala tiyaka banami sandi muishi kaba mona andi ubamona muishi bawondele kangana bota keti lombo bela na munjale tumanisi indi minitako vraiment kentete ki tutakwe monetari ni mpashi tutamona mpashi za jingi tutamona mpashi tutamona tukotele masangi tudukiri masangi moma tukotele kabata tu satreteko bimbevu ya bingi bala kufua batata kufua banguri kufua kabata tu banji lako mboka beto bantu botu lendi vukile weka kubantu kwegondi kwa kugonda buna eyivyole batatusa bilongo kani batatu bukile mboka botu lendi vukile kunsia le pule anche diambu kwa tayirika kunsia le pule majimi matuta kwenda timalembo kusatrete eka bala bana batubuta baba bawasa babobo balendi ba vraiment tubanji le nompashiza shiki twena zokule pulu kuku nimyo kwa mibele nayo nzele batako sevioleni bana batakuwa sevioleni bobo batakwiza kwani beta batakuwa sevioleni boko abashima mata bakatakwiza kwa kulenda wakala kuni kutambula kwale nitambula viki sengo kike nandi bunguta kitakutangatu kugondela nikutambula kwale nitambula donc turiko tsumana mata kuma miteli kwa tukula mpashi mfutu turiko mona tujolo kuma sange mane mamanene bukweso amata kwa muchichika ga kwenda mwaka don mpashi tutamona kuka ba kuna bia batakwe die kuna buboti batakwe mwe bo butubaga gampe tila zuna ga gampe muntima bunkuta ufutu pamuka kwa military ntino kujokle mo banda donc mpashi tutamona babingi bima ku bebela kaba mona na mona chima fa mbongo ba gombongele yo kwa kibana ku bongele maka afrima betu kuni botoka se tabaraki nkutirori wakota naro kusangi niro kwamba tafutu duka naro kukatari tako yene naro maka dongo bo kanibwe mo l'école kota kwa tako l'école mpaka tutakota buluzoro kwa kota te kalukota ndi mushingu majela pele mwatu tukolo mpetu tutakiri kwa pamebula ili kukuburi maka afrima bubu tushiri ntangu shimfulani kunna kashitana ka bushiri ntala ya betu don nchake salu tufutosa katushira dongo na kisalu tufutu sala ko mpashi tutamwana bala bampane to tako ende beka mo mpashi tabaraki nkutira rikakota naro kusangini diokwa buka tukampe amsena tike kunempe bakumbaka na chima kunampe babongele maka vraiment botoka sameni myo kwa mibelana mitakwe kuntumikanda myo mitakwe kuntuminere bobe kuna watu kuna bubote watajja bajokele guerre
kana muntu weti kwena mu guerre ko ni sekla mu fula fusubu taleno benebene biba la bankwa la biltamona les petites nattes là que vous voyez, c'est là où les gens dorment partout là. Les gens qui vivaient dans leur village, tous leurs villages sont incendiés, ils sont venus ici, mais maintenant ils dorment dans les endroits malheureux. Toutes les nattes sont brûlées. On souffre. GMSF témoigne, 1998 à 2000. Au début, notre action se limitait à la fourniture d'antibiotiques et nous n'avions pas de personnel impliqué dans la prise en charge clinique de ces patientes. Une partie des femmes violées était reçue dans une consultation spécialisée des hôpitaux de Makelekele et de Talangaï de Brazzaville, soutenue par International Rescue Committee, IRC. Après inscription sur registre et interrogatoire, elles recevaient des soins le plus souvent limités à une injection d'antibiotiques. La prise en charge psychologique, celle des interruptions volontaires de grossesse, IVG, et la prescription d'antirétroviraux, ARV, afin de diminuer le risque de transmission du VIH était aléatoire ou inexistante. Un des éléments qui a stimulé la prise de conscience de la gravité du problème a été la demande faite aux autorités sanitaires congolaises d'autoriser la prescription prophylactique d'antirétroviraux après un viol. Cette demande se heurta à un refus pendant plusieurs mois. L'éventualité de la mort, par la transmission du virus du sida au cours du viol, et le refus temporaire du ministère de la Santé d'autoriser la prescription d'antirétroviraux ont provoqué une réaction émotionnelle, insuffisante cependant pour induire une hausse de la qualité des soins. Pour faire reconnaître le besoin d'une amélioration de la prise en charge médicale, le nombre croissant de femmes violées a été l'argument le plus déterminant. Entre mai et décembre 1999, 1300 femmes, petites filles et adolescentes comprises, se sont présentées pour recevoir des soins dans les hôpitaux de Makelekele et Talangaï, Brazzaville, en déclarant avoir été victimes d'un viol. Dans leur majorité, ces viols sont survenus sur la route de Kikala à Brazzaville, surnommé le corridor de la mort par les survivants et le corridor humanitaire par les protagonistes de la guerre civile. La guerre civile congolaise, une catastrophe sanitaire majeure par MSF, Médecins sans frontières. Dans l'exemple de la guerre civile en République du Congo-Brazzaville, les violences contre les civils sont qualifiées de mineures par les vainqueurs au pouvoir, rarement les moins violents. Pour ces derniers, reconnaître l'ampleur des exactions serait admettre que la position politique actuelle repose, en partie, sur l'action de bandes armées qui ont tué, violé et affamé des milliers de Congolais. Le discours des dirigeants procède d'une double affirmation contradictoire et de la substitution du mot violence à celui des exactions, au moment où il devient impossible de nier des faits trop évidents. Nous ne sommes pas débordés par nos miliciens, donc pas d'exactions, nulle part. Il y a une attaque des adversaires, donc il y a eu violence. Les faits commencent par être niés ou minimisés. Quand cela s'avère impossible, leur qualification évolue. La violence devient réactive à celle des adversaires et, pour cette raison, sa légitimité est implicitement affirmée, permettant ainsi de dégager ses auteurs de toute responsabilité. Les données statistiques disponibles démentent les propos du vainqueur de la guerre civile du Congo-Brazzaville et confirment, date, lieu, fréquence des événements, que la responsabilité de la violence ne peut pas être attribuée uniquement à l'opposition. Les résultats d'une enquête de mortalité rétrospective, réalisée dans la ville de Midouli, ville de 10 000 habitants de la région du Poul, au sud-ouest de Brazzaville, montrent que 736 personnes, 7%, sont mortes de novembre 1999 à janvier 2000. Pendant cette période, le taux de mortalité est resté supérieur à 5 morts pour 10 000 personnes par jour. D'où à septembre 1999, la prévalence de la malnutrition aiguë sévère, un rapport poids-taille inférieur à 70% de la normale, parmi les enfants de moins de 5 ans accueillis à leur retour à Brazzaville, a varié entre 30 et 40%. Rappelons que, de mai à décembre 1999, 1190 femmes, adolescentes et petites filles se sont présentées aux consultations pour femmes violées de l'hôpital de Makelekele à Brazzaville. Beaucoup de ces viols avaient lieu sur le chemin de retour des déplacés vers Brazzaville. Les routes empruntées étaient alors sous le contrôle des miliciens liés à la présidence congolaise. Le viol, il n'a ni religion, ni culture, ni continent, c'est une arme. Donc on se sert d'une kalachnikov en Bosnie comme au Soudan, comme en Colombie. On fait la même chose avec le viol. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça fait partie de l'arsenal de la guerre, autant que la Kalachnikov, autant que les bombes, et il a des objectifs. Donc il peut être un outil de nettoyage ethnique qui est utilisé à des fins économiques dans des zones comme la République centrafricaine, comme la République démocratique du Congo, dans lesquelles on fait fuir les populations, des zones où on peut extraire le minerai qui sert à faire nos batteries de extrêmement violents. C'est-à-dire que c'est pas
j'allais dire une simple relation sexuelle, je suis désolée de le dire comme ça, entre gros guillemets, c'est-à-dire que ce sont des viols publics, ce sont des viols avec objet, ce sont des viols avec extrême violence, donc qui laissent des blessures très très graves, donc qui requièrent soit de la chirurgie à maxima, soit à minima une intervention médicale. Je pense que les auteurs de crimes, ils savent qu'ils ont, entre guillemets, plus de chances de s'en sortir s'ils violent que s'ils torturent ou s'ils tuent. Et je pense que c'est ça qui fait que l'arme devient un peu exponentielle. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul conflit où elle n'est pas utilisée. Donc ça, c'est important aussi. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ça veut dire que c'est une arme qui n'est pas assez condamnée, parce que si c'était le cas, elle ne serait pas aussi utilisée que ça. Vous avez l'appli, vous allez vous signaler. Je suis Céline, je suis au milieu de la Centrafrique. Je vais me signaler, je vais dire je m'appelle Céline, j'ai besoin d'aide, il m'est arrivé ça. On n'a pas besoin de détailler dans un premier sens. L'idée, c'est vraiment de créer le lien, que nous, on sache qu'il y a quelqu'un là. Et ensuite, quand elle ferme, elle a un numéro de référence et tout disparaît de son téléphone. Donc, il n'y a aucun historique. À ce moment-là, nous, on reçoit cette alerte en temps réel. Donc, on a ce qu'elle a rempli, on a son nom, on a sa géolocalisation, si elle a accepté de se géolocaliser, mais ils le font en fait. Et donc, on va retransmettre au niveau local immédiatement. On crée un système de first responder, donc de gens qui interviennent tout de suite, des agents psychosociaux, des médecins. Ça leur permet à elles de ne plus être interrogées 150 fois. On leur demande 150 000 fois de raconter leur histoire. Et il y a une chose qui est très importante et là qui est très liée à mon métier, c'est qu'il y a un très fort trauma qui est lié aux violences sexuelles et qu'on vit d'ailleurs aussi au niveau national, le viol de droit commun, ce qu'on appelle en droit. C'est la même chose, c'est-à-dire que sur le coup, il y a un trauma évidemment très violent, mais les victimes se souviennent de beaucoup de choses. Et c'est organique, il y a quelque chose dans le cerveau. Et donc elles vont se souvenir par exemple de couleurs, elles vont pouvoir dire l'uniforme était vert. Ou moi j'ai gagné un procès comme ça, sur une couleur d'écusson. Et ensuite très rapidement, comme il y a la mémoire traumatique qui se met en place et qu'il y a un système psyché qui est de la protection en fait, parce qu'on a vécu quelque chose de tellement atroce qu'en fait ton psyché te permet d'oublier un peu, se bloque quelque part. Après, je ne suis pas psychiatre, mais et donc c'est très important de saisir ces informations-là tout de suite parce qu'elles peuvent être essentielles ensuite sur des processus judiciaires. Le viol est un élément constitutif de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. On le sait depuis longtemps, il y a eu des condamnations au Rwanda, donc il n'y a rien à inventer juridiquement. On arrête aussi, on parle des lois, des conventions, je ne sais pas quoi, on s'en fout. On n'a pas besoin de traiter, on n'a pas besoin de loi, on n'a pas besoin de ça, on a besoin d'appliquer. Donc c'est ça qu'il faut faire. Nous sommes les morts sans sépulture de toutes les batailles du Pool. Dans les noirs trous entassés sous un ciel de mitraille. Morts sur le bord d'une rivière, en une agonie lente, agressés par la pluie froide qui perce les quelques feuilles qui nous servent de toit. Nous n'avons pas connu l'ivresse des soirées douces en famille depuis plus de 20 ans mais seulement l'horreur et le sang de la tuerie derrière. Nous sommes les morts sans sépulture de toutes les batailles du Pool. Nous n'avons pas connu les cloches de la paix, mais seulement l'âpre voix de la mitraille sifflant à nos oreilles. Nous sommes les morts sans nom et sans visage, perdus dans les fosses communes et dont les os mêlés n'ont plus même de village. Nous dormons côte à côte avec nos pères, mères, frères, sœurs, cousins et voisins. Nous avons fécondé tous les sols de notre sang, et les vêtements rougis de sang ont perdu leur couleur pour la couleur de la terre. Nous sommes les morts des bombardements aériens, là-haut dans les étoiles. Nous avons vu la mort comme un grand oiseau noir, et le fer et le feu ont tordu nos entrailles. Nous sommes les morts sans cercueil obscur en bois de chez nous et les ensevelis des grandes pelletées de terre qui s'infiltrent dans tous les orifices de notre corps. Nous n'avons pas connu la douceur de la terre recevant ceux qui arrivent naturellement au rendez-vous programmé de la mort. Nous resterons, éternelles épaves, prisonniers de cette fosse dans laquelle nous sommes à l'étroit.
et sans cesse inondés de boue. Nous sommes les morts sans linceul, les traqués, les fusillés ou les bombardés dans la pâleur de l'aube, ou tombés, lamentables, épuisés, torturés, les damnés de la terre, ceux qui sont morts de froid et de faim, de misère et de coups. Nous sommes les morts dans le vent des plaines, pour une guerre étrangère à nos êtres et qui nous extermine, sans même le son rassurant des cris de protestation. Nous sommes les morts dans le fracas assourdissant des armes lourdes, les morts des lâches embuscades, poignardés derrière, les morts assassinés dans les villages, au bord de la rivière ou des forêts sombres et humides. Nous sommes les morts des horizons sanglants de notre douce région. Nous sommes les morts de toutes les batailles, pour qui ne sonne pas le glas des services funèbres et l'envol des chants de veillée, ceux aussi qu'on oublie dans l'obscurité des bois à la lisière des villages. Et lorsque vous venez sur les terres du Poul, c'est nous tous qui sommes là et dormons dans le silence des fosses communes, et c'est nous qui restons les vivants éternels qui vont interpeller les assassins mais aussi les silencieux et les monnayeurs des cadavres pour quelques avantages. Nous sommes les morts de toutes les batailles du Poul, morts pour ce que nous sommes et non pour ce que nous avons fait. Nous sommes les morts du Poul. David Londy.